Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, ravis vraiment de vous accueillir et de vous faire découvrir ces richesses de notre département, ces événements qui vont vous inspirer, j'en suis sûre, avec ce quadragénaire qui n'est pas prêt de quitter le berceau de la Révolution française, qui éclaire notre regard sur l'histoire à travers l'art, avec cette ouverture sur le monde entier en partant à l'aventure, en plongeant dans le grand écran du Festival des défis humains, et avec ces lectures qui vous transportent dans les mondes de votre imaginaire, les contrées fabuleuses et décors de science-fiction comme vous les rêvez en plein Grésivaudan. C'est le salon du livre Grésimaginaire qui se prépare. Jean Vigne, bienvenue. Bienvenue, merci à vous de m'avoir invité. Avec grand plaisir, vous allez tout nous dire sur ce salon dédié aux amoureux de science-fiction, de littérature fantastique. C'est les 5 et 6 avril à Crolles. Merci encore d'être avec nous. Odile Darmostoup, bienvenue. Bonjour, merci de nous accueillir à nouveau. Et voilà, une habituée de Télé Grenoble depuis quelques années, puisque vous êtes à la barre, c'est vous qui avez les clés même du 8e festival, les clés de l'aventure, la nouvelle rencontre de l'aventure vécue. Ce sont les 22, 23 et 24 mars au Fontanil. Et on va tout savoir grâce à vous dans un petit instant. On voyage aussi, mais cette fois à travers les siècles pour éveiller et réveiller peut-être aussi notre regard sur l'histoire de France. Mais on entre par la fenêtre de l'art au musée de la Révolution française, le domaine de Visil. Bienvenue Alain Chevalier. Bonjour et merci de votre accueil. Avec grand plaisir, vous êtes le directeur de ce musée qui est un des 11 musées départementaux du département de l'Isère, qui est donc entièrement gratuit et dédié à vous tous. Ce musée de la Révolution française qui est une période fondamentale de l'histoire qu'on étudie déjà depuis l'école et que vous proposez de redécouvrir dans le berceau de la Révolution française avec donc le prisme de l'art. On va tout de suite commencer par le commencement. Pourquoi ce berceau de la Révolution française est-il à Visil? On a déjà un élément de réponse avec ce tableau d'Alexandre Debelle qui date du 19e siècle, l'Assemblée de Visil. Qu'est-ce qui s'y est passé? Eh bien, c'était le 21 juillet 1788. Les États du Dauphiné se réunissent. Il y avait une crise parlementaire à Grenoble. Et finalement, ils décident de demander la convocation des États généraux de l'ensemble du royaume. C'est pour ça que Visil est considéré comme le berceau de la Révolution française. Et c'est un moment qui a été fondateur de l'histoire de ce lieu, qui l'a complètement transformé, passé du château de Lesdiguières au château de la Révolution. Voilà pourquoi le château de la Révolution française est vraiment lié. Château, Révolution française, c'est un petit peu antinomique, mais à Visil, ça fonctionne. Et en plus, cette période charnière de l'histoire est consécutive aussi à la journée des Tuiles, oui, qui s'était produite. C'était le 7 juin précédent, donc toujours en 1788. Et oui, et donc cette fameuse convocation des États généraux en 1788, ce château, c'est un château. Aujourd'hui, on parle de domaine de Visil. C'était le château du duc de Lesdiguières. Voilà, de la famille de Lesdiguières pendant tout le XVIIe siècle. Et elle a été achetée par la famille Périer, qui étaient des gens de la Matésine, et qui sont venus acheter cette maison auprès des héritiers des Lesdiguières qui ne s'en occupaient plus. Et ce musée donc célèbre ses 40 ans, donc il se met sur son 41 pour vous déjà depuis quelques mois et ça dure encore toute l'année. C'est un musée qui donc est consacré à l'expression artistique avec qu'est-ce qu'on y trouve en fait dans ce musée, des œuvres, des tableaux, d'autres productions? Oui, alors c'est un musée comme un musée Beaux-Arts avec des peintures, des sculptures, des dessins, des objets d'art, mais nous allons aussi sur les voies du cinéma, de la bande dessinée, c'est-à-dire tous les supports artistiques qui parlent de la Révolution française. C'est-à-dire il y a à la fois la création artistique de la période des années 1790, mais aussi tout ce qui est rétrospectif.
depuis 2 siècles, et même plus à présent. Donc, il ne faut pas nécessairement s'y attendre à découvrir des productions qui datent véritablement de la Révolution française. On peut aussi avoir du recul, présenter des œuvres du 19e ou au-delà, même de l'art contemporain. Oui, on présente quelques pièces d'art contemporain. Nous avons fait des expositions d'art contemporain importantes il y a quelques années. Donc, et là, nous avons démonté une exposition où il y avait justement, style Révolution française, des œuvres qui dataient du bicentenaire. Oui, mais alors pourquoi l'art, bien sûr on le comprend lorsqu'on parcourt les salles et les allées de ce château, mais l'art nous permet aussi de nous connecter à une époque. En fait, c'est un révélateur de toute époque d'ailleurs, l'art. Oui, effectivement, c'est un miroir d'une société, un miroir d'un état d'esprit. Et donc, pour la période révolutionnaire, c'est vraiment quelque chose d'important parce que vous savez que la Révolution française est très fondamentale, mais aussi très clivante comme période. Et donc, ça permet de rentrer dans cette période d'une autre manière, en dehors des stricts documents écrits, et de ne pas avoir une histoire préécrite d'avance par des historiens. C'est-à-dire que ça permet d'avoir une plus grande liberté de circulation et une plus grande force d'inclure différents courants. Ce n'était pas un musée du jacobinisme, c'est un musée de toute la période, donc plusieurs sensibilités sont représentées. Si, ça veut dire qu'il vise aussi à éveiller l'esprit critique, en tout cas à développer, à prendre du recul à travers cette dimension, cette perspective artistique. En tout cas, oui, effectivement, vous savez qu'en tant que musée départemental, nous recevons beaucoup de collégiens et pour nous, l'important, c'est de leur apprendre à lire des images et à comprendre ce qu'est une image. On apprend à lire des textes, mais jamais à lire des images d'une façon construite. Et l'image, c'est un langage propre. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous vient en pleine figure et que vous pouvez prendre comme tel. Et là, vous êtes dans la manipulation la plus totale. Une photo n'est pas la vérité. Une photo est un montage. Un tableau est un montage. Donc, c'est d'essayer, à travers les règles justement de la façon de représenter les événements, de mieux comprendre ce que l'on veut dire et éviter les pièges de la propagande, du mensonge aussi. Comme avec ce tableau qui illustre parfaitement ce qu'on vient de dire, le tableau d'Alexandre de Belle, il n'y avait personne à ce moment-là pour reproduire cette fameuse convocation des États généraux. C'est une recréation complète. On a un compte-rendu écrit, mais on ne sait même pas si ça s'est passé dans la salle du jeu de paume du château de Visil. C'est un comble. Mais on est sûr que c'est passé à Visil, effectivement. Oui, et par la suite, donc en écho à cette fameuse convocation, le serment du jeu de paume, cette fois-ci, qui s'est passé en dehors de notre territoire. À Versailles, 20 juin 1789. Voilà, le fameux tableau de David. Voilà. Alors justement, l'art aussi, il est subjectif. Donc si vous éveillez l'esprit critique, c'est aussi parce que l'art est une représentation et on s'en fait une représentation aussi, c'est très subjectif. Donc c'est un petit peu ce parallèle que vous voulez faire avec l'histoire finalement. Donc faire la part entre l'interprétation et la réalité. Alors, il y a l'interprétation, la réalité, et puis aussi de mieux capter les sensibilités. La façon dont les contemporains pensaient aborder cette période. En tout cas, un des éléments les plus forts qui passent à travers les œuvres d'art contemporaines de la Révolution française, c'est le désir d'émancipation, de liberté. Et on le voit à travers de nombreux symboles. Alors, il faut dire aussi que le langage de l'époque est différent du nôtre. Il passe par des logos, mais les logos sont à décrypter d'une autre manière. Pique, surmonté d'un bonnet, ça veut dire liberté. Et il y a le mot aussi liberté que l'on peut voir. C'est un langage très codé, mais nous aussi, nous avons un langage codé aujourd'hui et par lequel nous percevons l'information. Et puis, on peut aussi voir et admirer et développer une sensibilité aux œuvres que vous permettez de découvrir lors des occasions, lors des expositions temporelles, puisque vous avez donc bien sûr une exposition permanente. Les expositions temporelles qui tracent aussi le lien entre ces différentes expressions artistiques de la Révolution, les pages de la Révolution, la Marseillaise ou les paysages dernièrement. Oui, et puis prochainement, là, on vient de terminer une exposition sur le mobilier.
de l'époque révolutionnaire, les papiers peints, le décor de vie dans lequel on pouvait se mouvoir. Le style révolution, comme on dit. Style révolution française. Et la prochaine exposition s'intitulera « Comment m'habillerai-je ?» Donc c'est comment on pouvait se vêtir pendant la période révolutionnaire. Et notre rôle, c'est d'aller au-delà des clichés, c'est-à-dire les robes à panier, les incroyables, les merveilleuses, les charlottes, les cocardes, de montrer quelle est la réalité, en fait, de l'habillement pendant cette période. Dans le cadre de cette opération dans les musées départementaux. Oui, déshabillez-nous. Voilà, déshabille. Et nous. Voilà. Ça, c'est intelligent. On aime beaucoup l'exposition. Et là, en fait, le projet est monté avec la Bibliothèque nationale de France. Et ça a été le projet qui a lancé l'ensemble des opérations qui commencent en ce moment avec le musée Hébert, avec l'exposition Chic. Et on a compris que c'est aussi un musée qui peut nous sensibiliser autrement à cette période vraiment phare de l'histoire, puisque pour beaucoup, ça symbolise aussi certains cours d'histoire dans lesquels on était petit, on a un petit peu du mal à se représenter, même si aujourd'hui les supports sont bien développés ici. On peut se faire aussi une autre idée, se passionner autrement pour la Révolution dans ce domaine de Visil exceptionnel. On parle de domaine aussi, ce jardin immense et arboré avec des animaux. Voilà, la nature accompagne la Révolution française, c'est complètement lié. L'idée de Jean-Jacques Rousseau, on la retrouve aussi dans ces paysages grandioses et qui nous élèvent et qui donnent l'envie de s'émanciper réellement. On y trouve encore des pans? Ils sont toujours là? Les pans ne sont plus là. Les pans voyagent tout le temps. On n'arrivait pas à les... Ils préféraient les potagers de nos voisins. Donc, il a fallu sévir. Je crois qu'on les mangeait à la Révolution. Donc, avant. Non, c'était bien avant, dans les banquets. D'accord. C'était la période médiévale. Ouais, quel dommage, un si bel oiseau, c'est sûr. Alors, les festivités pour ces 40 ans, qu'est-ce qui nous attend encore ? Eh bien, prochainement, il y aura dont l'exposition de Comment m'habillerai-je qui commencera au mois de juin. Mais aussi, on a toute une série d'événements qui se concentrent sur Visil, comme par exemple la course de la Résistance, qui est un événement annuel porté par le département et le musée de la Résistance à la déportation, mais qui aura lieu à Visil et dans l'Oisans cette année. Donc, ça va être un très, très beau moment. Et puis, toute une série d'événements, de projections de films. Aussi, un grand moment festif sera la diffusion de la journée d'ouverture des Jeux Olympiques dans le cadre du domaine de Visil, donc au mois de juillet. Voilà, un musée, un domaine qui vit avec son temps aussi. Il se passe plein de choses. Merci beaucoup, Alain Chevalier, de nous avoir décrit cette belle aventure. Là, vous êtes tous un peu des aventuriers ici déjà pour vous exprimer sur un plateau télé, ça c'est pas toujours facile. Je n'aimerais pas être à votre place, mais merci encore d'être là. Tout de suite, Odile, l'aventure, on y va, direct. Ah, si le monde vous semble un peu étroit dans notre cuvette grenobloise, vous coincez dans vos contraintes du quotidien, ce festival est pour vous. Il s'appelle Les Clés de l'aventure et c'est la 8e édition. L'aventure, chacun voit l'aventure à sa porte, Odile Darmostou. Tout à fait. Alors j'ajouterais que c'est les clés de l'aventure humaine. On aime bien cette dimension de humaine. C'est ce qu'on essaye d'inviter au festival. Donc, aventure humaine partagée aussi. Partagée, vécue et partagée. Alors on me demande tout le temps, est-ce que c'est un festival de films documentaires? Ce n'est pas qu'un festival de films documentaires, même si c'est le corps du festival. Cette année, on est sur une édition avec 8 longs métrages qui seront en sélection, 11 courts métrages qui vont pour la première fois recevoir le prix de la jeunesse. Ce sont les élèves de la classe de l'école du Rocher qui va attribuer le prix de la jeunesse. D'accord, mais l'idée de ce festival, en fait, parce que l'aventure, elle peut être dans le défi humain, voyager, se mettre aussi peut-être en danger pour aller au-delà. Qu'est-ce que c'est cette idée, en fait? Qu'est-ce qu'il stimule, ce festival? Moi, ce qui m'a plu, dès que j'ai découvert ce type de film, c'est la quête de chacun des globetrotters ou des personnes qui réalisent ce type de film. En fait, souvent, moi j'ai fait le lien avec le parcours du héros. Souvent, ils quittent leur monde ordinaire pour répondre à un appel, quel qu'il soit.
Et sur cette route, ils rencontrent des tas d'obstacles. Et à travers leur vécu, ils arrivent à se connaître un peu mieux eux-mêmes et surtout à rendre compte de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont découvert. Et lors de notre sélection de films, on a à cœur de sélectionner des films de réalisateurs qui ont vraiment envie de redonner et de partager le fruit et de leur un peu transformation, mais aussi de ce qu'ils ont rencontré. C'est vraiment important. C'est vrai que si on dit souvent cette expression très à la mode, il faut sortir de sa zone de confort. Bon, là, on est vraiment dans l'illustration absolument. Ça se passe au camp de base, à l'espace Jean-Yves Poirier, que l'on salue, au Fontanil, et qui se laisse oublier pour plonger dans le grand écran du voyage, du défi. Ce sont des histoires racontées. Alors, pour les aventuriers, pour les non-aventuriers, c'est qui, en fait, qu'on peut rencontrer dans le public? On invite de ce aussi festival des gens qui ont vécu... Alors, c'est vrai que ce mot aventure est décliné un peu à toutes les sauces, en fait, mais on invite des personnes qui sont comme vous et moi, qui ont décidé un jour de partir. Là, j'ai l'exemple d'un papa qui est parti avec ses 3 petites filles en train pour aller voyager avec elles, leur ouvrir aussi leur univers, et d'autres personnes qui n'ont pas le support justement du film parce que c'est pas des cinéastes, mais ils viennent pour partager ce qu'ils ont vécu à travers un diaporama, une conférence. Et comme l'idée c'est vraiment de permettre de renvoyer cette image que c'est accessible à tous, on a aussi des ateliers, on a aussi des moments de partage. Mais alors, le but, c'est quoi? C'est la réflexion, c'est l'inspiration, l'introspection, se dire, pourquoi pas moi? C'est ça. Alors, j'ai pompeusement écrit un édito où je parle carrément d'espérance. Quand je relis cette phrase d'Aristote, je me dis, le jour où tu as écrit ça, franchement, il faut assumer après. Bon, alors, en fait, l'idée, à chaque fois, je dis, c'est pour réveiller l'esprit d'initiative. C'est pour on se dit, qui que je sois, je peux écouter à un moment donné un appel, une envie, je peux essayer de la mettre en forme et je peux traverser la rue. Il y en a, c'est aller dire bonjour aux voisins, pour qui c'est une aventure. Mais il ne faut pas se dénigrer, ça c'est déjà une belle aventure en soi et c'est vraiment aller rencontrer l'autre. Oser, en fait. Et oser. Finalement. C'est vraiment cette idée de l'initiative. Et c'est vrai que ce thème, c'est l'espérance. Donc cette année, avec à travers de longs métrages, de courts métrages, l'occasion de voir ou revoir On a marché sous la terre, dans les entrailles Berger, Gouffre Berger. Tout à fait. Alors, c'était un film qui commence à être connu dans notre région parce que ça se passe là, dans nos grottes, juste dans notre massif du Vercors. Pour autant, c'est un univers que les enfants ne connaissent pas tant que ça. Donc on a la chance d'avoir pu organiser une séance scolaire sur cette thématique-là. Et moi je suis toujours émue quand je vois ces jeunes explorateurs qui repartent nous faire découvrir des gouffres qui sont à nos portes en fait. Pour retracer l'histoire de cette conquête des sous-sols à des kilomètres sous la terre. Et puis l'aventure, elle commence aussi parfois par un constat qui est sombre, une angoisse aussi, et puis on agit. Ça, c'est Hermite. Alors ça, c'est ce que j'appelle, j'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il revoit l'émission, c'est notre film un peu gratte-poil, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, lui, pendant 1 an, il part se mettre sous une yourte. Son pitch, c'est de dire, je suis vraiment pas bien dans cette société. Quelle est la solution? Est-ce que moi, je suis capable d'aller me mettre tout seul dans la forêt et être autonome? Et en fait, il le vit, et il l'incarne pendant 1 an, et en même temps, il est face à ses propres paradoxes. Et je vous invite vraiment à venir le rencontrer parce que je pense qu'on a plein de questions à lui poser. Est-ce que finalement, tu es resté sous ta yourte ou est-ce que tu es reparti dans le monde ultra matérialiste dans lequel on est, et comment tu restes en fait connecté avec ce que tu as commencé à vivre pendant cette période. Donc vraiment, venez le rencontrer. Quelle date il sera là? Alors, les films sont toujours projetés 2 fois pendant le week-end. Et la première projection a lieu... il faut y aller tout le temps, le 22, 23, Voilà, je vous invite à aller sur notre site pour revisiter le programme. Vous pouvez déjà vous inscrire. Alors, on n'a pas fini, justement, parce qu'il y a Chrysalide aussi, parce qu'on parle des aventures introspectives. Ça, c'est une aventure familiale aussi. Tout à fait. Qui part d'un drame, d'ailleurs.
Et cette année, on a voulu s'ouvrir justement à ce récit, parce qu'en fait, comme on est dans l'aventure humaine, ce qui nous a touché, hormis la beauté de l'écriture de ce film de Laura, c'est le fait qu'elle partage aussi sa souffrance, hein, le deuil d'une maman, le fait de se retrouver assez jeune, responsable de son jeune frère qui vit mal ce deuil, et elle va suivre justement son frère et 3 de ses amis qui sont à une période de l'adolescence, et comment en fait ils vont essayer de trouver leur place et de se mettre sur des chemins qui leur plaît, quoi. Alors, on précise que ce n'est pas qu'un festival de films de montagne. Il y a beaucoup de montagnes nécessairement, il y a des contrées lointaines aussi, mais ce n'est pas. Il y a aussi des aventures. On vit dans la montagne, donc il y a aussi des aventures proches de chez nous, mais c'est pas nécessairement un film d'évasion, un festival de films d'évasion. Il y a aussi des rencontres avec des aventuriers. Vous en avez parlé aussi. Au-delà de leurs films, ils viennent nous raconter leur expérience. Tout à fait. Donc là, j'ai rencontré... voilà les 3 petites filles qui sont parties. Voilà, j'ai rencontré aussi... là, c'est une connexion par Internet. Valentin Chapalin, qui est passionné par la Scandinavie et l'Arctique. Ça, c'est un jeune qui habite juste à côté de chez nous à Vorep. Il est venu au forum, il nous a dit: j'ai un super film, je suis allé faire une grande aventure aux États-Unis. Donc voilà, tous ceux qui ont fait des aventures, venez nous voir. On peut potentiellement présenter votre film, votre livre, votre diaporama dans une prochaine édition. Ou votre histoire. Bien aussi. sûr. Un récit, pourquoi pas. Ça peut être bien, ça, d'avoir des conteurs de leurs aventures. Eh bien, super, merci Odile Darmos-Soupcé, les 22, 23 et 24 mars à l'espace Jean-Yves Poirier, au Fontanil, et pour tout le monde. Tout à fait. Voilà. Là aussi, pareil, on a des mondes un petit peu fantastiques et de l'aventure, mais sur une page. Et oui, vous le voyez ici sous vos yeux, c'est la fin du monde, un monde post-apocalyptique dans lequel on trouve de la fantaisie avec un Y, des créatures multicolores qui prennent parfois forme humaine, et votre imagination fait le reste. Avec un petit coup de pouce des auteurs de livres fantastiques. Grès imaginaires, c'est les 5 et 6 avril à Crolles, à la Marelle. Alors c'est un gymnase qui assume pleinement son hymne à l'enfance. Est-ce que c'est le cas de votre festival, donc qui s'adresserait à tous les enfants qui vivent dans un adulte, ou tous les enfants tout court? Oui, ça s'adresse à peu près à tout le monde. Alors, je fais un petit rectificatif. C'est le 6 et 7. Ah, 6 et 7, pardon. C'est le week-end, 6 et 7 avril. On peut camper déjà à partir du 5 si on veut être les premiers à découvrir. Et donc, oui, effectivement, ça s'adresse à l'imaginaire de tous, et également aux plus jeunes, en particulier avec la marraine et le parrain et la marraine qui vont aller faire 9 collèges pour présenter leurs livres juste avant, le vendredi. Donc il faut que c'est un festival qui vit aussi. Voilà. C'est pas juste un salon, c'est un festival. C'est un lapsus, c'est un salon du livre. Un salon du livre, on vient découvrir, on vient y acheter. Qu'est-ce que c'est qu'en fait ce salon en fait? Donc en fait, vous avez à peu près 70 auteurs, dont 14 auteurs invités qui seront sur la table du libraire de Grenoble qui est spécialisé en SFFF. Alors SFFF, c'est quoi? C'est science-fiction, fantasy, fantastique. Science-fiction, fantasy, fantastique. D'accord. Voilà. Et dedans, vous avez tout. Vous avez de l'uchronie, de la dystopie, plein de choses. Vous avez même de la romance fantastique. Bref, vous avez plein de types de romans imaginaires. Et donc, Aumerveille, qui est le libraire spécialisé à Grenoble, sera là avec 14 auteurs invités. Puis ensuite, il y a des auteurs indépendants et il y a des maisons d'édition avec leurs auteurs. Voilà, des maisons aussi. Donc ça veut dire qu'on peut aller acheter des livres, on peut découvrir les nouveautés en fait? En fait, c'est toutes les nouveautés, plus d'autres romans qui seront présents. Vous vous baladez dans les stands, vous discutez. L'avantage du salon, c'est que vous pouvez discuter au plus près avec les auteurs, contrairement à des gros salons où c'est un peu plus difficile. Et après, vous faites le tour et puis vous pouvez faire dédicacer les romans. Vous venez de dire les auteurs. Oui. Les autrices. Les autrices aussi. Il y a beaucoup de femmes. Exactement. Décidément, si on regarde votre programmation, alors il suffit de parcourir votre page Facebook qui est qui a une mise à jour assez impressionnante, très dynamique.
On ne voit pratiquement que des femmes quand on défile. C'est vrai fou. que- Est-ce que c'est cette vrai que- littérature oui, fantastique est particulièrement inspire particulièrement les femmes? Oui, la littérature féminine a pris le dessus depuis quelques années sur certains. Oui, c'est vrai, même en science-fiction. En science-fiction, avant, c'était plutôt masculin. Et même là. Oui, Bradbury Voilà. à l'origine. Là, c'est quoi? C'est Mais- l'effet Harry Potter et J.K. Rowling? Non, je pense que les femmes, elles avaient des choses à dire aussi en littérature fantastique. Et comme ça s'est ouvert de plus en plus, la littérature, et bien maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'autrices. On a un ratio. Il faut à savoir peu une près chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'autrices et beaucoup de lectrices. Ah, voilà. Peut-être plus de lectrices que de lecteurs, entre parenthèses. Et donc, on peut les rencontrer et échanger sur leur inspiration. Tout à fait, sur, on peut discuter avec tout le monde, c'est vraiment libre. Et puis, bien entendu, on n'est pas obligé d'acheter les livres à tout le monde, hein, encore heureux. On peut faire le tour et se faire dédicacer des romans, mais c'est vraiment ouvert. C'est-à-dire que, alors il y a des animations en plus, hein, toute la journée, je en parlerai après, mais il y a donc, on a l'avantage de pouvoir voir les auteurs, de discuter avec eux sur tous les genres, de comment ils ont écrit, pourquoi ils ont écrit, qu'est-ce que racontent leurs romans, etc., etc. Ils viennent d'où, ces auteurs et ces autrices? Un peu de partout, donc il y en a de Paris, il y en a même de Normandie, il y en a du coin, bien entendu aussi, hein. Il y en a même un qui vient d'Australie. Alors, il vient d'Australie, il fait plusieurs salons, hein, mais voilà. Donc, il faut parler anglais. C'est Lionel Davoust, non, il est Non, français. ça va, Il vit en Australie, mais il revient de temps en temps en France pour le faire des salons. Il y a souvent des fresques historiques aussi, on met en permanence, parce que justement, je pense à notre Révolution française. L'histoire inspire beaucoup la Oui, science-fiction. c'est ce que j'appelle aussi les uchronies, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'uchronies dans les romans. Donc des auteurs. Uchronie. Uchronie, c'est la déformation de l'histoire. Par exemple, Napoléon qui n'aurait pas vendu la Louisiane à l'époque, voilà, des choses comme ça. Qu'est-ce qui se serait passé? Et donc, C'est un peu le steampunk aussi qui s'arrête à l'âge de la vapeur et de... Steampunk, oui, c'est un peu différent, mais effectivement, c'est un axe parallèle où il n'y a pas d'électricité, par exemple, effectivement. On ne trouve pas la... Si, il y a du steampunk, il y a plein de d'accord. steampunk aussi, il y a tous les genres. Il y a même des albums jeunesse illustrés, il y aura même un éditeur de manga qui viendra, qui est Iserwa, entre parenthèses. Voilà. Magnifique. Voilà. Et parce que vous le dites, il n'y a pas que, évidemment, le fait d'aller acheter des livres. On peut jouer. On peut s'amuser. Il y a plein d'activités. Alors, il y a du jeu de plateau, il y a du jeu de rôle avec deux éditeurs qui font des romans, mais également un en particulier, Odonata, qui fait du jeu de rôle. Donc, on aura la possibilité d'essayer. Il y a aussi du cosplay, c'est ça. cosplay, Alors là, on est au Hero Festival. On n'est pas dans votre salon du livre. Et on mais espère que beaucoup viendront avec costumés, effectivement, puisqu'il y a un concours le dimanche. Voilà. Il y a également des démonstrations de combats scénarisés de la part de la troupe Excalibur. Un concert à 11h le samedi, concert orchestral de violon sur les thématiques, la thématique du salon qui est Nouveau Monde. Comment l'humanité s'adapterait en fonction. Mais chacun peut venir, par exemple, moi, si j'ai envie de me déguiser en, Oui. je sais pas. Ah ben oui, tout à fait. En quoi, par exemple? Parce que c'est quand même, que vous voulez. c'est Alors, la quand même thématique, très vaste. Ça, la thématique, c'est comme j'ai dit, Nouveau Monde, c'est plutôt du post-apo, comme on appelle. Mais on peut venir en princesse, on peut venir en Casimir, voilà. on peut venir en ce qu'on veut. On fait, avec mon chapeau pointu. Qu'on veut. Sorcière, tout, pas de problème. Mais l'art du cosplay aussi, c'est de pousser le détail au maximum et d'incarner véritablement un personnage de C'est cette ça. littérature science-fiction, littérature fantastique. Est-ce que c'est vraiment une niche? On a l'impression que ça touche beaucoup de monde, même si c'est quand même un monde très spécifique. Alors, ça Est-ce qu'il faut être un geek, par exemple? Non, pour, pas du tout. Non, pas du tout, d'accord. pas du tout. Vous, Mais- un peu quand même, non? Un tout petit peu, mais moi oui, mais c'est ouvert à tout le monde, on va dire, puisque la littérature est tellement vaste qu'aujourd'hui, ça touche tout le monde, quoi. La littérature de science-fiction, il n'y a pas que la science-fiction, ce qu'on appelle la hard science-fiction. Il y a des romans qui sont beaucoup plus passe-partout, qui parlent de l'imaginaire. Donc non, ça touche tout le monde, je pense. Et ça s'ouvre de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de lecteurs, Ouais. effectivement, dans le fantastique. On le voit, les jeunes, ils aiment beaucoup, par exemple, tout ce qui touche le fantastique. On l'a vu. Hein. Bon, Harry Potter, bien entendu, mais d'autres types, Twilight, etc., et des romans plus récents. Il y a aussi ces livres dont vous êtes le héros, ça en Oui. fait un peu partie? Ah oui, alors ça, c'est plus dans le Ça jeu de rôle, ce qu'on Mais appelle le ça- JDR. voilà. Mais oui, ça Ça plaît se beaucoup. lit à tout âge. Et il faut savoir d'ailleurs que le jeu de plateau, je fais un petit peu d'aparté, mais le jeu de plateau et le jeu de rôle, ça prend une dimension énorme aussi. Ça commence à exploser aujourd'hui. Surtout l'après-Covid, je pense, ça a amené un petit peu les rencontres directes autour d'une table pour jouer, par exemple. Mais je vois que c'est vrai que ce salon, mais c'est vrai que c'est vraiment un festival de la littérature, fantastique. Beaucoup viennent vraiment y dénicher des pépites. Oui. Aussi. Oui, Et des choses comme si on oui. connaissait tous les littératures, on les a tous lues, et là, on va trouver le petit truc. Il y a C'est- deux types de personnes qui viennent au salon. Il y a ceux qui connaissent vraiment la littérature, qui effectivement vont chercher le livre qu'ils veulent ou l'auteur qui vient et donc ils sont intéressés par ça. Mais on a aussi beaucoup de gens qui découvrent.
qui ne connaissaient pas et qui viennent voir et puis finalement qui repartent avec des romans et qui reviennent après. Votre coup de cœur, vous, c'est qui, c'est quoi? S'il y avait qu'un livre, vraiment le livre, votre livre de toujours, c'est quoi? Le livre, non, alors moi c'est l'auteur, c'est Jean-Laurent Del Sol-Corot qui écrit beaucoup d'uchronie, c'est-à-dire justement ce changement par rapport à l'histoire. En fait, il va prendre un fait historique et il va le romancer en fantastique. Et moi, j'aime beaucoup cet auteur en particulier. Comme une appropriation de l'histoire. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, Alain Chevalier aussi, ou si vous aimez vous en tenir aux faits. Mon métier, c'est de m'en tenir aux faits, mais après, il y a la fantaisie. Et effectivement, l'uchronie arrive souvent et ça permet parfois de déceler d'autres façons d'être pour des populations, pour des sensibilités. C'est vraiment très excitant, ce principe de l'uchronie. Alors c'est comme de tout, comme l'alcool, il ne faut pas en abuser. Bien sûr. Ou l'éviter, même si c'est autant que possible, mais pas l'uchronie. Ça, on peut y aller. Oui, effectivement. Et puis se faire nos films, voilà. C'est vrai que c'est ce que permet la littérature. Au-delà du cinéma, on se représente et le cerveau travaille aussi. Et ça, c'est bien. Oui. J'ai juste un petit détail. Bien sûr. J'en profite. Donc, il y a un site qui a été... On a refait entièrement le site. Donc, c'est graisimaginaire.fr. C'est ça. Et vous pouvez tout trouver, tous les détails, tous les auteurs, les autrices et les animations les 6 et 7 avril. À la Marelle, à Crolles. À la Marelle, à Crolles. Eh bien, très bien. On vous retrouve tout de suite pour le petit coup de cœur. Oui. D'ailleurs, c'est parti. Le bouillon, c'est ça votre bon plan, le petit coup de cœur. D'accord. Et en fait, c'est une vraie aventure humaine, ce que j'ai... Quartier de la Presqu'île. Tout à fait. Très bien. Où on y mange bien. Le bouillon c'est Christophe Haribert, chef doublement étoilé, qui est à la... Ah bon? Et sa compagne, qui a ouvert ce beau bouillon. D'accord. Voilà, un petit peu dans la tradition du bouillon. Nelson Mandela. Place Nelson Mandela. Vous êtes un habitué? Non, je passe tous les jours devant. D'accord. En allant à Visil. Eh bien, on peut continuer puisqu'on est ici dans les trésors de la gastronomie. La pâtisserie, ça en fait partie? Ah oui, on a beau être révolutionnaire, ou à peu près. La pâtisserie, oui. J'ai une pâtisserie que j'aime beaucoup, qui est à l'angle de la rue Lesdiguières. D'ailleurs, ça me éloigne pas trop de Visil. Et de la rue de Strasbourg, c'est la déesse. Agnès et Philippe Berthier, un lieu délicieux, un lieu chaleureux, un lieu généreux. Oui. Voilà. Généreux quand on aime les Saint-Honoré et les Paris-Brest qui s'appellent Sur la route de Turin, je crois. Je ne sais pas s'il a gardé le même nom, mais alors... Voilà, et les macarons qui sont vraiment très très bons. Aussi. Et on reste dans le jeu. Oui, j'aime bien le jeu, moi, donc tout ce qui est imaginaire également, jeu de plateau, jeu JDR. Et donc, moi, c'est les contrées du jeu. Parce que quand je suis arrivé à Grenoble en 1993, alors c'était Excalibur à l'époque, j'ai rencontré le futur gérant donc des contrées du jeu, qui est Dom. Et voilà, donc depuis, c'est vraiment ma boutique préférée de jeux, de plateaux, de jeux de rôle, etc. La boutique de Dominique. C'est ça. Dominique Figuet, qui a toujours un petit conseil sur... Parce que les jeux de plateau, ça se développe beaucoup et on a toujours beaucoup de surprises. On est bien loin du Monopoly, même si... Ah oui. Oui, ça a changé. Voilà, on confond parfois imaginaire et ce qui est en train de se passer sur le plateau. Merci beaucoup à vous trois de nous avoir aussi bien décrit votre actualité et donné envie de vous suivre encore. Très beaux événements à vous tous et encore une fois, merci à vous tous de votre fidélité. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.